Nous pouvons continuer à parler de notre cas d'Eugénie en disant que ces fantasmes, un fantasme très particulier, un fantasme féministe, mais qui est un fantasme féministe des sacrifices du féminin. Le féminisme comme opposé au féminin et comme sacrifice de l'amour féminin. Donc il y a un sacrifice féminin de l'amour féminin. Une partie du féminin va chasser une autre partie du féminin. Voilà à peu près le fantasme qu'elle s'est construit. Ça passe par le masculin, ça prend le masculin comme cible, comme objet, comme moyen, mais c'est le féminin contre le féminin. Alors comment on arrive à ça, à faire du féminin contre le féminin, à faire du féminin un ennemi du féminin? Alors, nous allons parler un tout petit peu de la relation avec son père, nous allons voir un peu plus comment Eugénie elle est identifiée au fantasme de la femme sacrifiée, mais de la femme qui est sacrifiée au sexuel et en détriment de l'amour, évidemment. Donc, nous avons dit que pour Eugénie, le sexe est une préoccupation constante qui s'applique à toutes les situations quotidiennes, n'est-ce pas? Pour elle, selon ces termes, c'est la sexualité, pour Eugénie, c'est une boucherie, une destruction massive, dans le sens où elle s'offre aux hommes pour qu'ils profitent d'elle. Donc la sexualité mènerait à ces moments-là à la prostitution. Mais pour elle, la prostitution, ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas une addiction, ce n'est pas une soumission. Non, pas du tout. Ça fait partie de la rébellion, d'une rébellion féministe. Et donc, elle soutient même que ça ne lui dérangerait pas d'être une pute. Ce sont ses termes. Car elle aimerait connaître ses sentiments, d'être prise sans respect comme une chienne, dit-elle. Être prise sans respect comme une chienne. Voilà ses expressions. Donc, tout ça, ça ne vient pas seulement de l'imagination. Tout ça, ça a des sources, ça a des racines. Il y a bien des événements qui sont présents à un moment donné de l'histoire du sujet pour que ces idées, pour que ces fantasmes puissent exister. Donc, nous voyons que à l'âge des 8 ans, lorsque ses parents divorcent, elle se retrouve toute seule, elle se retrouve sans défense et à la merci des jeux sexuels avec son cousin qui a 15 ans. Lui, il lui propose de jouer sexuellement, mais ce n'est pas simplement des jeux sexuels, c'est que ça c'est accompagné des commentaires qui touchent la réalité, la réalité du divorce des parents, mais qui touchent la réalité en la dévalorisant elle, comme si le résultat du divorce des parents amenait un ravalement de sa personne. Donc il lui fait comprendre que ses parents, à elle, allaient l'abandonner, qu'elle ne valait rien et qu'elle allait se retrouver toute seule, sans rien, sur le trottoir. Voilà les deux choses que le cousin de 15 ans amène à Eugénie quand elle a 8 ans. Des jeux sexuels, mais pas seulement. Des jeux sexuels accompagnés d'une narration. Des jeux sexuels accompagnés d'une histoire où elle est dévalorisée. Et elle est dévalorisée dans les contextes ou à cause du divorce très conflictuel des parents. Alors, pour expier ça, pour pouvoir
sortir du poids de ces commentaires tragiques presque, ou dramatiques en tout cas, et il lui propose une sorte de cérémonie sacrificielle. Ça lui permettrait à elle d'oublier tout ça et de passer au-delà. Alors, la cérémonie sacrificielle, c'est qu'il doit la déculotter, il le fait plusieurs fois, et l'amène à accepter des attouchements qui sont vécus par elle comme un soulagement de son chagrin. Donc, les attouchements, c'est comme des gestes de tendresse, avec un surplus qui est l'excitation sexuelle et éventuellement le plaisir sexuel, un certain plaisir sexuel, et ça vient compenser, disons, le manque d'affection qu'elle vit des deux parents, parce que les deux parents étaient occupés à se disputer entre eux. Donc, ça c'est le début de sa vie sexuelle, qui est assez tôt, n'est-ce pas, et qui vient dans le cadre d'un conflit parental très poussé, n'est-ce pas? Et en plus, tout ça c'est accompagné d'un clair discours qui la dévalorise. Ça, c'est un premier moment qu'on connaît de sa sexualité, donc à l'âge de 8 ans. Quelques années plus tard, 5 ans plus tard, à l'âge de 13 ans donc, elle perd sa virginité dans une cave par l'office de 2 adultes inconnus qu'elle rencontre le jour même. Elle est très impressionnée par la grande effusion des sangs, mais ce qui est curieux, c'est qu'elle n'a à ce moment-là que l'envie de se faire dépuceler jusqu'à l'infini. Comme s'il fallait, en lien avec la sexualité, comme s'il fallait émettre beaucoup d'argent, beaucoup de sang pour avoir l'excitation et le plaisir sexuel. Oui, j'ai dit beaucoup d'argent et il fallait dire beaucoup de sang. Mais il y a un rapport là aussi, on verra plus tard, avec l'argent en fait. Ce n'est pas simplement le sang, ce n'est pas simplement l'excitation ou le plaisir sexuel, la jouissance sexuelle, c'est aussi l'argent. Parce que tout ça c'est en relation avec le père et avec la faute morale du père concernant l'argent. Donc, évidemment que cette histoire-là des jeux sexuels avec le cousin et le moment où elle perd sa virginité, ce sont des moments où il y a quand même derrière ça une grande violence sexuelle. En tout cas, en termes verbaux, par le récit du jeu qui fait le cousin, et aussi violence sexuelle par l'effusion de sang exagérée au moment de cette rencontre avec ces 2 adultes dans une cave. Donc, cette violence sexuelle, on peut la situer, n'est-ce pas, dans le fantasme du sacrifice, dont le rituel veut que les hommes lui plaisent, c'est-à-dire les hommes qui lui plaisent, la prennent dans le bras comme si elle était morte, pour y être sacrifiée, pour être saignée à blanc, disons, sur la dalle d'un autel imaginaire. L'idée, c'est qu'elle va être sacrifiée. Elle ne se sacrifiera jamais. Mais l'idée, c'est elle sera sacrifiée. Mais elle, non pas la personne, elle, son corps. C'est son corps à elle qui serait sacrifié. Même si elle ne l'est pas vraiment sacrifiée. Si elle n'est pas vraiment sacrifiée. Donc, rapidement, ça passe à une révalorisation de tout ça, où ce n'est plus tellement le corps d'une femme qui est sacrifié, c'est le corps d'une princesse qui serait sacrifiée
qu'il y a une révalorisation de sa personne. Et donc, c'est un peu un processus mental qui accompagne le processus psychique pur et pulsionnel où la souffrance et les sacrifices deviennent savoir-faire et jouissance sexuelle. Elle le dit, hein, tout ce qui est de l'ordre du sexuel est programmé chez moi. À 14 ans, j'ai capté déjà tous les regards et je pouvais, dit-elle, je pouvais me taper qui je voulais. Je n'y deviens alors doué pour chercher et trouver les failles des hommes, leurs mensonges, leur fragilité, n'est-ce pas, leur faiblesse, voire même leur perversion. Elle sait capter, elle guette, n'est-ce pas, où sont les failles des autres, n'est-ce pas, pour installer ces manœuvres de séduction. Mais ça n'empêche qu'elle fait de son propre corps, selon ses propres termes, une poubelle, un terrain vague, une cible pour la saleté des hommes, dit-elle. C'est-à-dire un espace, son corps, un espace d'humiliation tout à fait nécessaire d'ailleurs, n'est-ce pas? Et pour se laisser dériver, un peu, vous voyez, comme les personnages du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, qui est basé sur les fantasmes, n'est-ce pas, d'infidélité partagée dans un couple, selon le roman de Arthur Schnitzler, la trame nouvelle, la nouvelle rêvée. Nous voyons donc, et dans le film et dans les romans, qu'il s'agit de la décadence, des mœurs qui sont en décadence et de la débauche sexuelle qui peuvent bien représenter un sacrifice de l'amour, n'est-ce pas? Un sacrifice de l'amour accompagné d'une hypertrophie de la jouissance sexuelle. Hypertrophie de la jouissance sexuelle au détriment de l'amour, sacrifice de l'amour. Et ça, c'est très clair aussi bien dans ces romans, dans ces petites nouvelles, que dans le film, n'est-ce pas? D'ailleurs, à un moment donné, dans l'épisode de l'orgie, il y a bien une mise en scène d'un sacrifice, le sacrifice d'une femme qui est rencontrée par le personnage principal, n'est-ce pas? Et Schnitzel dit, quelle raison avait-elle de se sacrifier ainsi pour lui? Se sacrifier, mais ce qu'il attendait, ce qu'elle était en train de subir, signifiait-il vraiment pour cette femme un sacrifice? Schnitzler se pose la question de savoir si vraiment, pour la femme qui se sacrifie dans la mise en scène de ce rituel, s'il s'agit pour elle d'une valeur de sacrifice. Peut-être pas, mais ça a l'air d'être un sacrifice, n'est-ce pas? Alors probablement pour elle, non. Pour elle, ça n'a pas de valeur. Mais pourquoi? Parce que c'est pas la personne qui se sacrifie, c'est juste une partie d'elle, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, même si c'est quelque chose d'essentiel en elle, mais ce n'est pas elle, en sa personne, qui se sacrifie. Et en plus, si elle n'a pas peut-être la valeur du sacrifice, c'est parce que mystérieusement et paradoxalement, tout ça s'est accompagné ou s'est transformé en valeur de jouissance. C'est-à-dire que quelque chose qui était en train de dépérir ou en train d'être sacrifié devient un savoir-faire, devient une valeur de jouissance. Donc, d'une certaine façon, une fétichisation du sacrifice. On commence à savoir faire avec ça. Donc on va pouvoir le rééditer
à chaque fois pour obtenir les bénéfices qu'il apporte.